Moi, j'ai ma bouteille d'eau en dessous. C'est bon, M. Raymond, c'est ça? Après le travail, pas pendant. Pas pendant? Oui, ça va, merci. Bon, C'est parce qu'elle pose des bonnes questions, fait que j'ai des réponses. bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvain Dussault. Je suis président de l'Association sportive et écologique de Matissquet. On est voué sur l'environnement. On a déjà été aussi sur chasse et pêche et ainsi de suite. Maintenant, c'est strictement axé sur l'environnement. Ce soir, on a une présentation concernant l'oléoduc, les conséquences locales et planétaires, par Marc Brunmans, qui est une éminence grise, qu'on pourrait dire là-dedans, dans ce domaine-là, qui va faire la présentation. Gaëtan, tu as une petite présentation pour madame. Je vais parler de toi. Alors, bien rapidement, on a Mme Sarrazin, qui est le 5 avril de Brandon, je pense. Alors, Madame est responsable, répondante de Repentigny jusqu'à Saint-Augustin de Desbords, dans tout ce qui s'appelle Rive d'Or du Saint-Laurent. Et concernant les hydrocarbures, c'est Odette qui est notre lien, notre lien d'information. Merci beaucoup d'être venu. Du point d'abord pour dire quelque chose. Elle a apporté des informations intéressantes, très neuves, très fraîchement publiées finalement. Oui. Alors, tout est là, tout est disponible pour qu'on soit bien informé. Alors, tout à l'heure, on va peut-être avoir quelques minutes pour cela. Monsieur Marc, il m'a envoyé hier des documentations parce qu'on voulait qu'au niveau technique, tout soit, qu'il n'y ait pas de bavure. Je pense qu'il n'y en aura pas, il n'y aura pas de difficulté technique, mais Marc a fait une recherche incroyable, 426 diapositives. Il n'est pas sûr, peut-être pas tout ce soir. Là. Il y en aura 120, ça va durer une heure. Mais il veut vraiment creuser ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec le néoduc dans le coin ici. Il aurait pas le temps de nous attendre. Je pense qu'on va avoir des fort belles informations. Alors, merci beaucoup pour ton travail, Marc. Et je voulais vous dire aussi que nous avons demandé de l'aide de la Fondation Coule pas chez nous. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'affiches noires et jaunes. Ces affiches-là aussi sont si un propriétaire veut planter cette affiche-là dans son parterre, il ou elle est bienvenu. Merci. Bon, je vous remercie. Je suis géophysicien et je n'ai pas la science infuse pour autant. Le projet de néoduc, je l'ai mis à terre depuis 2013. Donc, ça fait 3 ans, ni plus ni moins. Dans ces 3 années-là, j'ai quand même essayé de démontrer quels pouvaient être les impacts de ce projet-là, autant au niveau local qu'au niveau planétaire. Ce que j'aimerais maintenant, c'est peut-être qu'on tamise un peu la lumière pour qu'on puisse procéder avec le diaporama. Tu veux que je t'aille ça aussi, Marc? Oui. Donc, je vais faire un bref retour sur le gaz de schiste, parce qu'il y a déjà quelques années, j'étais dans cette même classe.
Ensuite, parler du projet d'oléoduc Énergie Est et d'autres projets d'oléoduc. Le tracé de ce futur oléoduc dans la région, les impacts du projet sur l'eau, notre source d'eau, l'eau sol, les impacts climatiques et ensuite arriver à certaines conclusions. Donc, à 5 ans, à peu de choses près, à quelques mois près, j'étais ici pour faire une présentation sur le gaz de schiste. J'avais présenté là aussi plusieurs diapositives. À cette époque-là, notre gaz naturel provenait de l'Ouest. Et étant donné qu'on utilise du gaz naturel pour extraire les sables de pétrole, des sables bitumineux, les gens avaient une idée et le gaz naturel, ce serait mieux de le laisser dans l'Ouest et puis nous, on va avoir notre propre gaz de schiste ici au Québec. J'avais présenté ici cette carte-là qui présente les différents permis d'hydrocarbures. C'est demeuré à peu de choses les mêmes en ce qui concerne Jumex ici en jaune. Xterra a abandonné son permis et on a les permis ici de l'autre côté de Talisman, qui a maintenant été racheté par une compagnie espagnole qui s'appelle Repsol. Donc, les petits ronds verts qui sont ici, ce sont des puits d'hydrocarbures, des puits de gaz, des puits de pétrole, de saumure quand on trouve ni l'un ni l'autre. À Vatican, il y en a 6, mais on en voit 5, il en voit 5 ici. Peut-être un sixième, il y en a 6 à Vatican. D'ailleurs, je vais en parler un peu plus à la fin de l'exposition, parce que c'est pas vraiment le sujet, mais moi et Joyce Renaud, on a cherché l'été dernier à les découvrir. On en a trouvé quelques-uns, mais on n'a pas encore terminé. Donc, j'avais présenté plusieurs cartes, comme celle-là, et puis j'avais fait une chronologie des différentes étapes de l'exploration et certaines découvertes de gaz naturel à Vatican. Et finalement, j'avais repris certaines choses qui avaient été dites abondamment par les compagnies à l'époque, comme par exemple une découverte récente de gaz de schiste. On était en phase exploratoire, mais il n'y avait pas de problème en phase exploratoire. Et tous ces mythes-là, j'avais essayé de les démonter. Maintenant, eh bien, les résultats de cette opération-là, de mobilisation citoyenne, il faut le dire, c'est qu'il y a eu des comités qui se sont formés. Il y en a eu un à Vatican, qui est la SEC. Il y a eu l'opération, vous n'entrerez pas chez nous. Un instant, on va montrer la carte ici. Vous voyez la carte? Là? C'est en zone délavée parce que le temps a fait son œuvre, mais on avait quand même une bonne partie du territoire qui a été couvert. Les 36 propriétaires, justement, ont dit on n'entrera pas dans le territoire. Et c'est une opération qui a été faite il y a 3 ans, je pense, à peu près. Alors, on est quand même bien fiers de ça. Ça avait été déposé à l'Assemblée nationale il y a 2 ans maintenant, en présence de Martine Ouellette. Donc, cette opération-là, finalement, avait sensibilisé les gens et les propriétaires de signer un formulaire qui, en fait, disait aux gazières, vous n'êtes pas les bienvenus sur mon terrain. Il y a eu des résolutions municipales qui ont été adoptées dans la foulée de cette opération-là. Il y a eu des demandes de dérogation au nouveau règlement de protection. On va toujours un peu sourire, protection de l'eau potable, protection des prélèvements de l'eau potable. Monsieur Richard Langelier, toujours le maître d'œuvre de cette opération-là. Il y a plus de 300 municipalités maintenant qui demandent une dérogation au règlement sur la protection de l'eau potable, qui permet la fracturation hydraulique. Bon, mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose, de l'oléoduc. Et contrairement à il y a 5 ans, l'information, je devais pratiquement la créer. Il y en avait aux États-Unis, c'est sûr, mais j'avais très peu de documentation, puis je devais réfléchir. Alors qu'avec l'oléoduc, c'était complètement différent. C'est plutôt qu'on a été enfoui, inondé sous des tonnes de documents, parce que dès 2013, TransCanada, qui est le promoteur de l'oléoduc, a commencé à préparer le terrain. Ils avaient déjà commencé en 2012, mais en 2013, les documents commençaient à sortir.
Et si on regarde juste le dépôt consolidé qui a eu lieu au mois de le 17 mai, vous pouvez voir toutes les caisses ici de documents. Il y en a une bonne douzaine, c'est pas plus. Là. Donc, vous voyez, c'est plus de 38 000 pages qu'il faut lire pour comprendre le projet. Mais il y a à boire et à manger, je peux vous le dire. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble un oléoduc, eh bien, ça va ressembler à ça lors de l'étape juste avant l'enfouissement. Vous voyez, l'emprise, c'est quand même assez large. Il y a des espèces de cabines où il y a des soudures qui peuvent se faire par des robots. Il y a également des soudures qui se font manuellement par des ouvriers spécialisés. On a des machines pour tordre un peu les sections de la conduite, les tronçons de la conduite, comme vous pouvez le voir ici, pour pouvoir adapter l'oléoduc au terrain, ou parfois aussi à des courbures, dans le sens, évidemment, quand il faut contourner un obstacle. L'emprise, en ce qui concerne l'énergiette, l'indiqué en haut, ça serait 20 mètres. Et lors de la période de construction, l'emprise aurait 42 mètres. Ça commence à faire large. Évidemment, c'est sur tout le parcours, donc de l'Alberta jusqu'à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick. On va le voir bientôt, le parcours. Mais c'est juste pour vous signaler que dans cette emprise-là, ceux qui sont propriétaires, qui ont des exploitations agricoles ou forestières, sont limités. Ils ne peuvent pas labourer à plus de 30 cm. Ils ne peuvent pas planter des arbres, changer, on peut toujours changer de type de culture, mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent au-dessus de l'emprise, évidemment. Ils ne peuvent pas creuser, ils ne peuvent pas mettre de clôture pour permettre l'accès, parce que c'est une servitude, un peu comme Hydro-Québec, c'est une servitude de TransCanada pour accéder à l'oléoduc. Ils ne peuvent pas passer avec des véhicules lourds, à moins qu'ils aient pris une entente avec TransCanada. Donc, c'est des choses qui peuvent se négocier, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. Parce que TransCanada peut quand même pas permettre des choses qui pourraient endommager l'oléoduc. Et comme je le souligne, il peut y avoir plusieurs canalisations dans l'emprise, plusieurs conduites. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient. C'est comme on dit souvent, un train en cache un autre. Bien, un oléoduc en cache un autre aussi. D'autant plus que quand le projet est complété, il n'y a plus de nouvelle évaluation environnementale si on met une autre conduite dans la même emprise. Donc, comme je vous soulignais précédemment, c'est ça, il y a certains appareils que je ne connais plus ou moins, mais peut-être quelques-uns parmi vous les connaissent, des sous-soleuses et des taupes de drainage, c'est probablement pour permettre un drainage des terres agricoles. L'équipement qu'on voit ici, c'est pas autorisé au-dessus d'un public. Évidemment, le tuyau, il n'y a pas de problème, mais il y a un problème parce que ça pourrait endommager l'oléoduc.